Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, en mécanique bohmienne, les grandeurs fondamentales sont les positions des corpuscules. La fonction d'onde est dite grandeur secondaire. Elle sert juste à guider le mouvement des corpuscules. Donc, si on a grand N particules, alors la fonction d'onde est une fonction psi Q1, Qn, des positions dans l'espace, psi de Q pour faire court en abrégé. Et de même, les positions des corpuscules, les positions réelles des corpuscules, sont grand Q1 jusqu'à grand Qn ou grand Q en abrégé. La fonction d'onde obéit, comme d'habitude, à l'équation de Schrödinger. IH bar d psi sur dt égale h psi, où h est l'hamiltonien habituel avec les masses des corpuscules, une partie cinétique, une partie potentielle. Mais il ne faut pas voir cette équation dans le même sens que la mécanique quantique orthodoxe, dans la mesure où psi ici n'est pas une amplitude de probabilité, juste une onde guide des corpuscules. Et l'équation guide, justement, est donnée par la variation des positions avec le temps est égale à h bar sur mk, la masse du corpuscule k, fois la partie imaginaire, im, de psi star, donc le complexe conjugué, fois dk psi, c'est-à-dire le gradient de la fonction d'onde ou sa variation dans l'espace, divisé par psi star psi. Tout simplement. Notons que pour des fonctions d'onde scalaires, les deux psi stars au numérateur et au dénominateur se simplifient, tout simplement. Mais cette forme est plus générale parce que si psi a une forme spinorielle ou vectorielle, pour inclure le spin, nous en reparlerons, dans ce cas-là, ces formes-là sont des produits scalaires entre spineurs ou entre vecteurs. Il n'est pas évident, a priori, en voyant ces équations, de savoir si elles ont une solution ou si cette solution est unique. En fait, ça a été montré. Ça a été démontré par Berndl et Dur. Berndl et Dur en 1995, ont démontré que ces deux équations avaient une solution qui existe, une solution, et que cette solution est unique. Cette équation est totalement déterministe. On a des positions réelles des corpuscules, décrites, guidées par une onde. Et nous en verrons l'usage. Notons que si on prend le courant de probabilité, grand J, et la densité de probabilité, qui n'est autre que psi star psi, en mécanique quantique orthodoxe, donc le courant et densité en mécanique quantique orthodoxe, c'est des grandeurs que nous avons vues, alors la partie droite ici est simplement J divisé par ρ. Cela implique que le mouvement des particules, dqk sur dt, suit le flux de probabilité classe A de la mécanique quantique orthodoxe. Si on ajoute en plus qu'il y a une équation de conservation pour ces probabilités, l'équation de continuité, qui implique ici la conservation du nombre de corpuscules, cela signifie que la distribution des particules, des corpuscules, suit exactement la distribution probabiliste de la fonction d'onde. Donc, ici, le caractère probabiliste n'existe pas, mais il est représenté par la distribution statistique des corpuscules dans l'espace. Cela veut dire aussi
que si la répartition statistique des corpuscules est identique à la répartition probabiliste de la mécanique quantique à un moment donné, alors, quelques instants plus tard, ces deux répartitions sont toujours identiques. La conséquence, c'est que toute prédiction de la mécanique quantique est également une prédiction des corpuscules bohmiens, ce qui est important. Lorsqu'on aborde un problème concret à résoudre avec la mécanique bohmienne, il faut bien prendre garde de ne pas modéliser que le système. Il faut aussi modéliser la mesure, donc les appareils de mesure, l'ensemble devant être représenté par les corpuscules bohmiens et traité comme un problème de mécanique bohmienne. Et de cette manière, les prédictions sont identiques. On n'a pas besoin d'une règle de borne pour les probabilités, si ce n'est pour fixer la répartition statistique initiale des corpuscules. Et on n'a pas non plus besoin d'un postulat de la mesure qui parle d'une réduction avec des résultats définis. Les résultats sont donnés par les positions des corpuscules. Avant de passer à l'usage, notons un point important. En 1952, lorsque Bohm a dérivé sa théorie, il ne l'a pas écrite directement comme ça. Il est d'abord parti d'une écriture de la fonction d'onde sous une forme dite polaire. C'est-à-dire qu'on écrit la fonction d'onde comme R fois une exponentielle imaginaire, IS sur H bar, où R et S sont des grandeurs réelles et R est positif ou nul. En introduisant ça dans l'équation de Schrödinger, cela donne deux équations. Une équation de continuité pour ρ égale R carré, l'équation de continuité dont je parlais, et une équation dite de Hamilton-Jacobi. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà touché quelques mots de la mécanique analytique. La mécanique analytique permet de modéliser les systèmes physiques sans faire appel aux notions de force. Elle est très ancienne, ça fait partie de la mécanique classique, et une des équations de la mécanique analytique est l'équation d'évolution dite d'Hamilton-Jacobi, où le mouvement des particules, des corpuscules, est donné par un potentiel classique. La seule différence ici, obtenue par Bohm, c'est qu'en plus de la formulation classique, on retrouve en plus un terme supplémentaire appelé le potentiel quantique. On peut l'écrire. C'est la somme sur tous les corpuscules, les k corpuscules, de h bar carré sur 2m fois d carré k r, c'est-à-dire la variation de la variation de r en fonction de la position, divisé par r. Et les trajectoires des corpuscules sont alors définies par dqk sur dt égale la variation de sk, le gradient de sk, le gradient par rapport à k de s, divisé par mk, la masse de la particule. Et cette équation est formellement identique à celle de la mécanique classique, où la variation de la position avec le temps est donnée par l'impulsion divisée par la masse. La seule différence avec la physique classique est donc l'existence de ce potentiel quantique. C'est encore très utilisé, donc c'est nécessaire de le signaler, de l'expliquer, parce que beaucoup d'articles, même récents, utilisent encore cette formulation. Elle peut être très utile, par exemple, pour étudier la limite classique, pour étudier
le passage de la mécanique quantique à la physique classique. Parce que cela se produit puisque tout est identique à la physique classique. Or, ce potentiel, la limite classique est simplement la situation où U devient nul, ou du moins négligeable par rapport au potentiel classique, du fait déjà du terme avec la constante de Planck, et si la variation de R dans l'espace n'est pas trop rapide, donc pas à l'échelle atomique. C'est donc assez pratique. Par contre, pour des problèmes divers, il se fait que cette équation est beaucoup plus difficile à résoudre. Parce que ça, c'est une équation dite du premier ordre, les équations différentielles du premier ordre. Les mathématiciens comprendront, ils savent bien que ce type d'équation est relativement facile à résoudre, alors que celle-ci est une équation du second ordre, plus compliquée, et en plus, sa solution n'est pas unique, il faut faire intervenir l'équation de continuité. C'est donc nettement plus compliqué de travailler avec cette forme-là. De plus, le terme de potentiel, ici, est franchement bizarre. D'ailleurs, sous les mots de Bohm lui-même, dans son article, qu'il l'a qualifié d'étrange et d'arbitraire. L'ajout de ce terme, en apparence ad hoc, l'ajout d'un terme arbitraire, c'est un peu le coup pour pouvoir mettre la théorie sous une forme classique, un moule classique. Il ne faut pas oublier que les grandeurs fondamentales sont les positions et la fonction guide, pas le potentiel quantique. C'est juste la formulation forcée sous forme classique qui donne ça. Il y a eu pas mal d'affirmations qui ont été faites sur la théorie de Bohm, en fait, à cause de cette formulation classique plus potentiel quantique, et sur le potentiel quantique, qui en plus est bizarre et grossièrement non local. Il est non local parce que le potentiel s'obtient par une somme sur les positions de chaque particule, et donc des positions différentes dans l'espace, et on prend donc les sommes en des endroits différents, séparés, à un instant donné, ce qui donne un caractère non local au potentiel. Mais il faut bien être conscient que cette critique n'est quand même pas tout à fait juste. Nous reviendrons sur les limites de la théorie, sur ses défauts, mais ce potentiel n'est pas fondamental dans la théorie. C'est juste parce qu'on force la théorie sous une forme Hamilton-Jacobi, une forme classique, que ce potentiel apparaît. La forme correcte, équivalente, elle est mathématiquement tout à fait équivalente, c'est celle-ci, la première, avec une équation guide qui est analogue à un flux de probabilité et l'équation de Schrödinger. On peut tout à fait se passer du potentiel quantique dans tout problème de mécanique bohmienne. Soyons bien clairs là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour les bases formelles de la théorie. On va voir ses applications et dans la vidéo suivante, je parlerai essentiellement des résultats de l'application de la mécanique bohmienne à l'expérience d'interférence de Young, que nous connaissons bien, et nous parlerons du problème de la mesure. Je vous remercie.